OK. Donc moi, c'est Bérénice Capdebos, je suis en 2e année à Sciences Po Grenoble et du coup, je dois faire un mémoire, donc un objet de recherche et je voulais comparer, au début, je voulais faire un prisme poétique publique et sociologie et heu et parler de la crise de la santé mentale en France parce que c'est un sujet qui me touche énormément, déjà personnellement dans mon histoire, ensuite dans mon entourage beaucoup, heu j'ai pu remarquer qu'il y avait, enfin, j'ai dû faire face et mes amis étudiants ont dû faire face au manque, d'accès aux soins, au manque, enfin, déjà rien que sur Grenoble, il y a aucun psychiatre de disponible en ce moment alors qu'on est en pleine crise et cetera donc je me demandais comment ça se faisait et comment est-ce qu'on pouvait l'expliquer et comment ça se basait et du coup, la manière dont j'ai axé mes recherches, c'est que déjà j'ai commencé par utiliser le livre Histoire de la folie, qui est genre là, de l'Antiquité à nos jours, pour un peu comprendre la perception, de Claude Quetel. Et en gros, il est super intéressant parce que, ça permet de comprendre, la vision la perception des fous par la société depuis l'Antiquité. Et en gros, on voit que ça n'a pas énormément évolué, dans le sens où, l'idée, c'est toujours de les mettre, en dehors de la société. Enfin, même si c'est pas, activement comme ça, mais je pense que ça part, vraiment d'un habitus, enfin d'un prisme, social où on a vraiment intégré que avoir une maladie mentale, c'était, être fou et donc c'était ne pas être rationnel et donc c'était ne pas être capable de raisonner et donc globalement que ça faisait d'un individu qui était moins capable et globalement aujourd'hui il a accès à moins de droits, dont, le droit à la santé, qui devrait être quand même assez fondamental. Mais bon et ensuite, il y a une énorme, une énorme, misconception, enfin, genre idée reçue, que, les maladies mentales sont moins importantes que les maladies physiques et ça, je m'en suis rendu compte déjà, dans mon parcours personnel quand, j'ai mis mais des années, ça fait vraiment genre beaucoup d'errances médicales et personnelles et si j'avais pas rencontré des gens, pour me sensibiliser là-dessus et qui pouvaient m'en parler et me le vulgariser et me l'expliquer, j'aurais jamais fait le lien et j'aurais jamais eu, accès justement à ces connaissances et à cette possibilité de recevoir de l'aide et donc du coup, si moi qui suis quand même assez privilégiée en termes de classe sociale, d'accès à l'éducation et cetera, j'en ai pas accès, enfin, c'était compliqué pour moi, j'imagine même pas pour le reste de la population, hein? Et heu et du coup, là donc, pour que ce soit un sujet d'actualité, je voulais le relier à la crise Covid, mais ça c'est pour les besoins de mon mémoire et du coup, j'ai regardé un peu donc, je regarde là parce qu'il y a mes notes, mais j'ai regardé un peu justement genre, l'histoire des institutions, mentales, enfin de santé mentale et cetera, des hospices et cetera. J'ai aussi remarqué que c'était une crise, qui était assez récente dans le sens où, dans l'histoire de France, à la fin au début, c'était les officines religieuses qui s'occupaient, de ces personnes-là, des insensés comme on les appelait à l'époque, hein et qu'avec la disparition, de l'État religieux et cetera, il y avait de moins en moins d'accès et qu'il y a vraiment un moment où en gros dans la législation, il y avait rien qui considérait il y avait aucune aide apportée pour ça, mais il y avait le fait de laisser une personne insensée, vagabonder dans la rue, c'était pénalisé, enfin c'était passible d'amende. Donc voilà, on partait pas super bien et là, en gros, avec, la crise Covid, le gouvernement a fait une petite campagne de communication, sur, pour développer, l'accès à la santé mentale, et à la psychiatrie et du coup, ils ont dépêché un délégué ministériel, à la santé, c'est, Franck Bellivier, qui est, psychiatre et qui est du coup, en charge de ça. J'ai plus le nom de son poste exactement, mais j'ai ses recherches et pour l'instant, c'est à peu près ça. Et il y a toujours un problème, ouais, notamment l'espérance de vie qui est, largement, mais ça vous en avez parlé dans vos vidéos d'ailleurs, qui est, largement réduite, pour les personnes avec, des troubles psychiques et je trouve ça personnellement assez choquant, dans le sens où, la recherche est extrêmement avancée et je comprends pas comment est-ce qu'on peut expliquer que, il y ait, un tel écart, en termes d'accès aux soins, qu'il y ait une telle, vraiment absence, médicale et même dans l'éducation et cetera. On passe le PSC1, on est formé, au handicap, on est formé à beaucoup de choses, on a beaucoup d'éducation là-dessus, mais sur les troubles de la santé mentale, vraiment pas
et même les crises d'angoisse et cetera. Enfin, je sais que j'avais entendu ce mot, je savais à peu près ce que c'était et cetera, mais j'étais même pas capable, moi, d'identifier que quand est-ce que je faisais une crise d'angoisse parce qu'on me l'a jamais appris, parce que genre, bah, en fait, faut suivre des comptes Instagram très spécialisés de personnes qui ont déjà suivi un parcours pour, reconnaître les symptômes et cetera. Et du coup, voilà, puis dans le monde des soignants aussi en ce moment, bah, ils font face, avec le surmenage et la hausse du travail et cetera, ils font face à beaucoup de troubles psychiques, voilà, c'est mon petit résumé. Ok, alors moi, en quoi je peux vous être utile là-dedans? Ben, justement, en fait, donc là, j'ai fait, un peu mes recherches, du côté un peu, sociaux et parce que aussi c'est ma partie préférée, en termes de matière. Mais justement, je voulais savoir, en termes de aujourd'hui, enfin, ça va avoir votre avis sur la politique du gouvernement et sur les mesures qu'il a mis en place pendant la crise Covid. Heu, enfin, ce que vous en pensiez, si vous pensez que c'était pertinent, en quoi et genre les manques, qu'il y avait dans les institutions? D'accord. Alors moi, je vais vous répondre en tant qu'individu, en tant que citoyen, et non pas en tant que la psychiatrie. Je ne suis pas la psychiatrie. Il y a autant d'avis, à mon avis, que de psychiatres. Et donc voilà, je vais vous donner vraiment un sentiment personnel. Moi, ce que je regrette le plus, c'est que euh, dès mars 2020, donc il n'y avait peut-être même pas encore en France, je crois, de cas, des éditoriaux dans des grands journaux de psychiatrie parlaient de la vague psychiatrique à venir. Voilà. Pourquoi ils en parlaient? Est-ce qu'ils étaient devins? Est-ce qu'ils étaient éclairés par la lumière des extraterrestres Illuminati ou reptiliens? Je ne crois pas. L'argumentaire qu'ils donnaient, c'est que ça se passe toujours comme ça. On a eu des Mmh. précédents, il y a déjà eu des épidémies dans la vie, hein, ce n'est pas la première, et ce n'est pas la plus grave de l'histoire de l'humanité, ni même de l'histoire récente de l'humanité. Et à chaque fois, il se passe ça, c'est-à-dire que les gens les plus en difficulté, quel que soit le type de difficulté, économique ou financière par exemple, professionnelle, psychologique, émotionnelle, sentimentale, affective, familiale, difficultés biologiques, c'est-à-dire avec un terrain biologique favorable au développement de certains troubles, eh bien, ces gens-là s'en prennent plein la tête. Voilà. Et on voit augmenter les dépressions, les troubles anxieux et ce qu'on appelle, avec un terme qui n'est pas adapté, mais que tout le monde connaît, les décompensations psychiatriques. D'accord? La précipitation de troubles qui étaient peut-être déjà présents et qui s'aggravent, ou qui n'étaient pas présents, mais qui étaient là en germe, avec une fragilité particulière, toujours multifactorielle, et qui la précipite, etc. Et donc, il n'est pas vrai de dire qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. C'est pas vrai. On savait parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. Encore une fois, pas par des pouvoirs magiques, parce que ça se passe toujours comme ça. Et dans cette épidémie, on a, de manière générale d'ailleurs, on a vraiment systématiquement oublié les règles générales. D'accord? Les coronavirus, ça mute. C'est comme ça. C'est une règle générale. C'est pas nouveau. C'est comme ça mute. Donc on sait qu'il y a des pics d'épidémie possibles. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est forcément calme, mais on sait que c'est possible. Donc on a redécouvert tous les 15 jours la médecine de base. Ah bah, il faut aller chez le docteur pour avoir une évaluation clinique. Bah oui, il ne faut pas rester chez soi quand on est malade. Il faut aérer. Quand il y a une infection respiratoire, bah, on est plus protégé quand on est dehors et au grand air qu'à l'intérieur chez soi confiné. Bon. On chope plus la maladie quand on est confiné tous en famille parce qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de machin dans des petits appartements parisiens que quand on est dehors. Bon, enfin, vous voyez, on a redécouvert tous les 15 jours des concepts de médecine qu'on connaît soit depuis 50 ans, soit depuis 100 ans, soit depuis 10 000 ans. Bon, ok, très bien. Voilà. Donc, la psychiatrie, ça a fait partie de ces trucs qu'on a redécouverts. Ah, tiens, les gens vont moins bien quand ça va moins bien. Vous voyez, enfin, bon. Et alors, j'ai récemment mis sur Twitter un article, voilà, publié dans un bon journal, mais qui est sans prétention particulière, qui cherche à savoir si les gens qui ont perdu leur job aux États-Unis à cause de la crise, à cause de la gestion de la crise Covid, qui fait que les entreprises ont dû fermer, parce que comme il y avait un virus et que les gens mouraient, les entreprises devaient fermer. Bon, il paraît que c'est comme ça. Et donc, et la question c'était, est-ce qu'ils vont plus mal quand ils perdent leur job que quand ils ne perdent pas leur job?
Alors, je vous laisse C'est- deviner. Allez, Ah, je sais pas. allez, Ah, je sais pas. allez. Ah, c'est dur. Non, C'est c'est trop dur, dur je sais là, pas. hein. Alors dites, allez, dites, Je sais pas. vraiment concentrez-vous, essayez de recevoir la lumière Je divine. pense que c'est quand ils n'ont pas leur job. Oh là là. Vous avez un niveau, vous, hein. Je pense que vous êtes, voilà, bravo. Ah, mais je suis à Sciences Po, hein. Enfin, vous savez, je suis un Ah peu ouais, l'élite voilà, de la nation. Ah, on voit que vous êtes à Sciences Po, il y a vraiment… Mm. Voilà. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus. Heureusement, c'est mon avis personnel, heureusement que les médecins de plateau médiatiques, les médecins influents, ont perdu la main ces derniers mois. Heureusement, ils nous ont fait faire n'importe quoi. Heureusement que les politiques, hein, et même, je dirais même, un truc qui va choquer, mais les politiciens, vous voyez, vraiment les mecs où on a une très mauvaise image, quoi, vraiment les mecs qui sont prêts à vendre père et mère pour avoir une voix, vous voyez, heureusement que ces gens-là ont repris la main. Heureusement, merci. Et c'est là on voit que ces gens-là sont utiles. Ils ont plein de défauts, plein. Je peux en faire une liste incroyable. D'ailleurs, ok, il n'y a pas de souci. Mais heureusement qu'ils ont repris la main, parce qu'ils ont une qualité, c'est qu'ils ne sont pas comme ça. Ils reçoivent des coups de poing de réalité d'un peu partout, en fait. Et il est vrai que quand on est en réanimation, pendant cette crise Covid, c'est horrible, c'est terrible. Les soignants vont mal, très mal. J'en ai plein, évidemment, en consultation, comme tous les psychiatres. Ils vont très, très mal. C'est horrible ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu une surcharge de travail. Ils ont vécu dans une ambiance extrêmement anxiogène, avec une incertitude quant à l'arrivée de nouveaux patients ou pas, et dans quel état. Et on ne sait vraiment, c'est une nouvelle maladie qu'on ne sait pas encore comment faire. Ils ont mis 6 mois, quasiment même 1 an, à perfectionner leur technique. Et donc, finalement, pendant cette période-là, ils n'étaient pas tout à fait certains de ce qu'ils faisaient. Ils ont fait forcément des erreurs parce qu'en fait, c'est comme ça, quand on est face à de la nouveauté, on fait des erreurs, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne sait pas, c'est vraiment nouveau. D'accord ? Et donc, les réa, ils se sont pris plein de coups de poing, ils se sont fait tabasser, mais ils se sont fait tabasser toujours de la même manière, si vous voulez. Alors que les politiques, eux, ils se font tabasser par les réanimateurs qui leur disent « Oh, fais quelque chose », d'accord ? Mais ils se font aussi tabasser par les psychiatres, pas suffisamment à mon goût, en disant « Oh, fais quelque chose, là, tu vois bien que ce que tu fais avec tes histoires, tes stratégies, ça ne marche pas, on est en train de foutre le pays en l'air en termes de morale. » Et puis, ils se font secouer par le MEDEF qui dit « Oh là là, moi, je veux plus d'argent. » Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ils se font tabasser un peu à droite, à gauche, et donc, ils ont cette qualité qu'ils sont un peu obligés de prendre en compte l'ensemble de la réalité. Voilà. Et donc, heureusement, c'est le message que je voulais vous transmettre, heureusement qu'il n'y a pas que les docteurs qui décident d'une politique sanitaire. C'est fort heureux. Bref, en tout cas, le gouvernement, pour répondre à votre question, aurait pu, si peut-être il avait été mieux conseillé, anticiper cette crise psychiatrique, puisque c'était prédit, et non pas prédit dans une boule de cristal, mais prédit parce que ça se passe toujours comme ça, et qu'il n'y avait aucune raison légitime de penser que ça ne se passerait pas comme ça et qu'on n'aurait pas une nouvelle crise psychiatrique, surtout dans un pays où l'état mental des gens est très mauvais, même par rapport aux autres pays comparables. D'accord ? On n'est pas le pire, mais on est dans les pires. D'accord ? Parce qu'on a un Surtout pour un pays développé avec l'accès aux soins et l'accès à la médecine qu'on a aujourd'hui, je trouve ça assez scandaleux que la santé mentale soit et que la psychiatrie soit aussi. Enfin, on est en avance sur énormément de choses. C'est le premier pays consommateur de médicaments en Europe, des choses comme ça. Donc on est super développé sur beaucoup de choses, mais sur la psychiatrie, on l'est vraiment pas. Et pareil, le fait que y a pas assez de médiateurs entre le citoyen, l'individu et l'accès aux soins. Les psychologues sont pas remboursés, ça coûte extrêmement cher. Les gens voient pas toujours l'intérêt, ils se disent non, mais parler, tout ça, pour rien, ils sont pas médecins, moi je dois voir un psychiatre. Alors que le rôle des psychiatres, c'est pas forcément de faire une thérapie, enfin, ça l'est aussi, mais pas que, tu vois, de faire une psychothérapie comme ça. Et surtout qu'à la base, il y avait déjà une réduction de l'effectif des psychiatres. Déjà, la base était réduite, il y avait déjà un problème avant même qu'il y ait la crise Sachant du que ça a coronavirus. réaugmenté, hein, c'est-à-dire que depuis, je crois que c'était depuis l'ère Sarkozy, je crois, il y a eu en choix de postes, de possibilités d'être psychiatre, beaucoup plus de postes et ça continue à augmenter. Donc, je pense qu'il y a, si vous voulez, il y a une prise de conscience sur la nécessité de la psychiatrie. Je pense que ça, c'est évident. Est-ce que c'est pour des bonnes raisons, cette prise de conscience ? Je ne sais pas, mais peu importe, ça va dans le sens des soins, donc tant mieux. Après, il faut vraiment comprendre que le numerus clausus a pendant très longtemps été extrêmement restreint, c'est-à-dire le nombre de postes disponibles pour devenir docteur de manière générale et donc aussi psychiatre. Et donc forcément, on se retrouve dans une démographie médicale qui est compliquée. Cependant, il y a quand même plusieurs choses. D'abord, on vit dans un pays fou.
le pays est atteint d'une maladie mentale. Le pays, la manière dont ce pays est structuré, c'est-à-dire structurellement, le pays souffre d'un trouble obsessionnel. Il souffre d'un trouble obsessionnel qui est une forme de trouble anxieux et qui est l'obsessionnalité, si vous voulez, c'est une sorte de volonté de tout contrôler, de tout diriger par peur, par inquiétude, par préoccupation. D'accord ? Et on vit dans un des pays les plus obsessionnels au monde. D'accord ? En termes d'administration, il y a peut-être les États-Unis qui sont devant nous, parce que l'administration américaine, je crois qu'elle est encore plus folle que la nôtre, mais en termes de pays au global, oubliez l'administration, au pays au global, je pense que la France est un des pays les plus obsessionnalisés au monde. D'accord ? Et ça, c'est mauvais pour la santé mentale, ça fait mal aux gens, c'est pas agréable. Comment vous le mesurez justement, le fait qu'un pays soit obsessionnel? Je vais vous donner un exemple, justement, j'allais vous donner un exemple très concret. Pardon. On est un des rares pays, peut-être le seul, enfin, vous savez, il y a toujours des gens qui vont dire que non, il y a un deuxième pays qui, pendant 15 jours, a fait comme. Et on est un des rares pays au monde à avoir eu l'idée incroyable de se faire des auto-autorisations de sortie. C'est-à-dire, attends, j'ai une feuille, est-ce que je m'autorise à sortir ou pas? Je ne sais pas, quel cache. Non, mais vous voyez, enfin, c'est incroyable. Non, mais vraiment, mais c'est fou, en fait. C'est un truc fou. Enfin, vous comprenez? Alors là, ils ont même. Je me suis jamais fait de fausses attestations. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça crée presque une perplexité. On se dit, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est pas une blague. Qui a ces idées-là? Qui? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je crois que, encore une fois, je parle comme mon nom, hein, je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est que la structure même de la scolarité et la structure même le parcours même des personnes qui vont ensuite être en position de décision pour la collectivité, c'est un parcours qui sélectionne les obsessionnels. C'est-à-dire qui sélectionne les gens psychorigides, en fait. Et plus vous montez dans le parcours scolaire, plus vous avez un niveau de rigidité psychique qui est élevé, notamment dans les études type ENA, en fait, type Sciences Po et surtout ENA. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, plus vous montez ces échelons-là, plus ça sélectionne de gens avec un profil obsessionnel. Je ne dis pas que tous les énarques sont obsessionnels, mais il y a un biais de recrutement au départ. Et donc, à la fin, ça crée des gens qui vont être en poste de décision. Et en fait, pour qui d'abord, eux, pour l'éducation nationale, il n'y a pas eu de problème, donc ils ne voient vraiment pas de raison de la réformer, hein, tout va bien. Ce parcours complètement d'écrémage petit à petit des gens qui ne rentrent pas dans le moule, hein, tu dégages, top. Deuxième étape, toi aussi tu dégages, top. Et puis on réduit. Eux, ils ne voient pas le problème parce qu'ils sont arrivés à la fin. Donc ils disent, bah, ça marche, c'est moi le meilleur et je suis arrivé au bout, donc c'est logique, tout est bon, c'est parfait, d'accord? Et ça sélectionne des gens qui sont dans la volonté de contrôle. Et donc, du coup, bah, forcément, quand on demande à des gens qui sont là pour décider est-ce qu'on va contrôler ou pas, bah, ils disent oui, on va contrôler. Oui. On va contrôler, on va faire plein de règles, plein de lois, des millions de règles, des millions de lois, des millions de petits trucs de subdivision, de subdivision, de subdivision. C'est pathologique. C'est pathologique. L'éducation nationale, quand vous me demandiez des exemples d'obsessionnalité, c'est un des systèmes éducatifs les plus obsessionnels. Alors, je sais qu'il y en a d'autres encore plus obsessionnels, notamment en Asie, mais notre système à nous, il est incroyable. Enfin, il n'est absolument pas basé sur ce qu'on sait du fonctionnement cérébral et de comment un cerveau humain apprend. C'est-à-dire qu'on demande à des cerveaux humains d'apprendre comme des robots, pas comme des cerveaux humains. C'est-à-dire l'essentiel de la manière d'apprendre, c'est parfait pour apprendre à un robot ou à un ordinateur. C'est nickel. C'est logique, en fait. Quand vous regardez les programmes, quand vous regardez les manières d'apprendre, vous dites, ouais, non, mais tout est logique, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est logique pour des robots, pas pour des êtres humains. On sait plein de choses sur le fonctionnement cérébral de l'être humain. Et en fait, on n'adapte pas notre société à l'être humain. On a créé une société qui n'est pas faite pour des êtres humains, qui n'est pas faite pour Homo sapiens sapiens. La société, elle est cohérente, elle est logique, mais pas pour notre espèce, en fait. C'est fait pour des robots. Super. Mais on n'est pas des robots. Mais à propos de ça, quand vous disiez que vous étiez presque soulagé que ce soit des politiciens qui aient repris la gestion de la crise et pas des médecins, moi, quand j'ai vu que le délégué ministériel à la psychiatrie, c'était Franck Bellivier, du coup, donc, qui est psychiatre, qui a fait des recherches sur les effets du lithium. Enfin, je ne suis pas du tout calée là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui est assez fort dans son domaine, qui est excellent, etc. J'ai quand même trouvé ça étrange. Enfin, ça m'a plutôt interloqué parce que le fait de mettre
à la enfin, genre justement de mettre délégué ministériel à la psychiatrie, un quelqu'un qui sort d'un système élitiste, qui a réussi médecine, qui a fait des études, qui a priori a toutes les compétences, qui a priori, selon, la loi de la sociologie est sorti d'un milieu avec un capital culturel, plutôt avantageux et cetera. Comment est-ce que, quelqu'un comme ça, du coup, qui n'a pas a priori pas souffert du manque de sensibilisation à énormément de choses ou moins souffert et qui a pas eu besoin de vulgarisation de, 1 000 000 d'acteurs, pour, traduire et pour, faire passer de tout en haut à peu près un peu plus bas, vers les individus pour les informer. Comment est-ce que quelqu'un comme ça pourrait, réussir à concevoir, à identifier les problèmes, structurels, Alors, c'est une question, du c'est une très qui bonne a un lieu question. et comment est-ce qu'il arriverait à les résoudre? Bah, je suis complètement d'accord avec vous. Ce qui est évident, alors il y a une réponse au crédit de ce mode de fonctionnement qui est de dire que euh, ça reste, en fait, le psychiatre en question est un être humain et qu'il a de l'empathie et de la théorie de l'esprit, qu'il est dans les rouages de la machine et qu'il voit les difficultés des gens dans cette machine. Donc ça, c'est au crédit de ce fonctionnement-là. Et par contre, et là où vous avez raison, c'est que, bah, en fait, il y a un autre moyen de faire les choses. Il y a un autre moyen de faire les choses, qui d'ailleurs n'exclut pas le fait de nommer une personne. Mais l'autre moyen de faire les choses, c'est de demander aux usagers. C'est de quoi? C'est de demander aux usagers, de demander aux Oui, personnes, oui, aux oui. associations de patients. Moi, je fais partie d'une association de patients et de familles de patients, de demander aux patients, aux associations de patients, aux associations de familles, voilà, de se réunir et de dire voilà ce qu'on souhaiterait. Est-ce que c'est possible ou pas? Si oui, comment on le fait? Si ce n'est pas possible, expliquez-nous exactement pourquoi, parce que peut-être qu'en fait, vous me dites que ce n'est pas possible, mais en fait, c'est possible. Donc, je veux bien comprendre pourquoi vous dites que ce n'est pas possible. Enfin, vous voyez, ça, ce serait Mais encore plus efficace. Alors, ça ne veut pas dire que Monsieur Bellivier, que je ne connais pas personnellement, qui est, je crois, non quelqu'un plus, hein, d'extrêmement réputé dans on embrasse, hein, mais la discipline, ne va pas justement faire cette sollicitation de ces associations. Mais ce serait bien que ce soit prévu dès le départ, on est bien d'accord. Ouais. bah, en fait, ce qui une des une des choses au programme, c'était, une, une feuille de route santé mentale et psychiatrie pour justement, permettre, plus facilement le transfert des dossiers et un meilleur suivi des patients et cetera. Sauf que, enfin, ça, c'est bien dans l'idée et cetera, mais il c j'ai un peu l'impression que c'est un pansement sur une jambe de bois Oui, parce que déjà pour que les gens aient accès à un suivi psychiatrique, il y a toute une série d'étapes qui est pas du tout remplie parce que le problème, c'est que les gens sont pas du tout, sensibilisés sur la dépression. Moi, je connais il y a énormément de personnes dans mon entourage que je vois et c'est vraiment hyper courant, qui sont mais alors je suis pas psychiatre, hein, non, non, mais je suis pas en train de faire des diagnostics sur internet, mais qui sont complètement dépressifs ils vont pas bien, mais bien ou sûr. qui Mais ont, alors, énormément de troubles anxieux et beaucoup de problèmes comme ça et qui en sont mais même pas conscients vous et l'avez genre dit dans c'est une votre ch vous l'avez dit dans c'est votre une introduction, vraiment. Et ça c'est dans votre introduction, vous avez vraiment dit quelque chose de très important, c'est que le levier le plus important pour l'accès aux soins en France, parce que dans d'autres pays, c'est plus compliqué, c'est la psychoéducation. C'est former bah les gens. oui, C'est une culture populaire de la psychiatrie qui manque terriblement et qui fait que les gens n'ont même pas l'idée, avant même d'avoir les préjugés sur la psychiatrie, avant même de parler de ces préjugés, ils n'ont même pas l'idée que peut-être ils pourront en avoir besoin. Que c'est que le peut-être problème c'est ils que vont ça mal. bah Ils ouais, enfin n'arrivent même pas à se dire, mais peut-être que je vais mal en fait. Et ça, c'est terrible, parce que ça, c'est vraiment le premier et le plus gros frein à l'accès aux soins. Ensuite, il y en a d'autres de freins. Effectivement, on l'a dit, l'image de la psychiatrie, de la psychologie, du psychisme en général, qui est de dire, ben non, mais c'est pas pour moi. Voilà. Encore une autre image, c'est, oui, mais même si c'est pour moi, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ce qui est faux, hein. Vraiment, je vous dis, hein, les psychiatres, ils sont très contents. Ils vont bien dans leur tête, ils vont bien dans leur tête en grande partie parce qu'ils ont la chance d'avoir des outils qui fonctionnent bien chez leurs patients. Donc, ils voient des gens qui vont mieux. Comprenez puis bien, même, le job du psychiatre, c'est de voir des gens qui vont mieux. C'est génial comme métier. bah Donc, ouais, puis oui, surtout en dehors de ça, c'est des gens qui sont quand même, intégrés dans la société, qui ont un salaire, qui sont, relativement confortables et cetera et qui se sentent, enfin qui sont plutôt genre, bah, c'est plutôt une réussite sociale. Alors que donc c'est une position où on a suffisamment d'assurance pour potentiellement se remettre en question sur, enfin se dire: «Est-ce que je vais mal?» et cetera. Enfin, pour avoir genre justement ce privilège de pouvoir faire ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont dans les bah, dans bah, d'ailleurs, c'est
une énorme partie de la population que on fait genre ça n'existe pas, mais ça existe. C'est de tous les gens qui sont, dans la précarité ou, dans, des métiers comme ça qui en fait, ils ont pas l'argent de suivre des psychologues, même s'il y a des aides qui existent et tout, enfin, c'est tellement compliqué l'accès, il faut tellement se renseigner, ça a l'air tellement compliqué, il y a tellement pas de place et cetera, Pas de place. qu'eux, en fait, ils peuvent pas se le permettre. Ils peuvent pas se dire: «Je fais une dépression» parce que s'ils disent: «Je fais une dépression», c'est, je peux pas travailler pour nourrir mes 3 enfants, je peux pas machin, je peux pas» enfin et puis même, c'est pas reconnu, enfin, c'est si on a une grippe, on peut rentrer chez soi se reposer, si on est dépressif, on a qu'à faire du sport. Enfin, c'est Non, mais tout. et 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 dans le truc de la psychoéducation, en fait, je pense que c'est enfin, c'est pour ça, j'ai l'impression que le gouvernement, il essaie de faire les choses par le haut, alors qu'il faudrait vraiment les faire par le bas. Enfin, il faudrait aussi les faire Complètement, aussi par le haut, complètement. Mais mais ça, par c'est exemple totalement vrai. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'identifier d'abord les besoins des gens et de faire de l'éducation. Moi, c'est aussi une des choses que j'ai, entre guillemets, reproché, même si, encore une fois, les pauvres, au gouvernement, oh les c'est… pauvres. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est une situation où il y a tellement de… Vous avez tellement de personnes qui vous parlent et qui vous disent des trucs contradictoires que bon, je pense que prendre une décision, c'est pas simple. Mais en tout cas, moi, ce que je reproche, c'est qu'on n'a pas eu. Est-ce que vous avez vu, vous, à la télévision, des émissions entières sur le service public, entières, en prime time, hein, pas en 15e partie de soirée, d'accord, qui parlaient du bien-être, de comment aller mieux, de comment identifier si on va bien ou pas, de comment éventuellement, si on va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut, avec des petites choses du quotidien, améliorer les choses, comment ces petites choses du quotidien, elles ne fonctionnent pas, voilà, quel parcours avoir, etc. Est-ce que vous avez vu ça à la télé? Non. Non, mais moi, je suis une fille, donc du coup, dans mes publicités, ciblées, quand, pour me dire d'aller mieux, on me dit d'aller me faire épiler ou de perdre du poids, donc Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est ça. Donc on a ça comme option, d'accord. Alors qu'on a un service public radiophonique, télévisé, d'accord, qui pourrait faire des émissions de grande qualité sur des heures de grande écoute, qui n'aura peut-être pas autant de vues que si on mettait un divertissement, je suis d'accord, mais on peut rendre les choses sympathiques, agréables, et surtout, ça montrerait à quel point on considère que la santé mentale, c'est important et qu'il faut et s'occuper de soi. surtout qu'à propos du covid, enfin, on a énormément d'informations. Les gens sont devenus experts en épidémiologie en un rien de temps parce qu'on a 1 milliard de chiffres, on sait même pas comment les interpréter. On a plein d'informations comme ça alors que, enfin, est-ce que c'est vraiment utile, quand, Non, mais c'est un enfin scandale. Alors là, ça, c'est un autre truc que je reproche, c'est que, et ça, c'est plus les médias, c'est que quel est l'intérêt? Vous vous bah, rendez compte, pendant l'audience. plusieurs semaines, il y a un mec qui est venu là, à la télé disant nous avons 432 places prises en réanimation, il nous en reste 32. Ah non, attendez, 31, 30, 29, 28. Vous voyez, enfin, et je veux dire, c'est une information qui est anxiogène. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens y fassent? Est-ce que les gens sont capables d'ouvrir des places de réanimation? À quoi ça sert de donner des informations anxiogènes pour lesquelles les gens n'ont pas de levier pour les changer? À rien. C'est du stress pour rien du tout. Alors que ce même temps d'information, ce même temps d'écran, au lieu d'être lobotomisé par des chiffres qui n'ont aucun sens pour les gens et qui n'ont aucune réalité concrète et qui, en plus de ça, pour lesquels on ne peut rien faire, d'accord? Eh ben, faire des émissions télé sur les règles d'hygiène, de lavage de mains, de distanciation sociale, etc., très bien, super, il faut le faire à fond, mais aussi comment, dans cette période d'épidémie, je peux, moi, aller mieux, comment je peux prendre soin de moi, mais ça pour tout le monde. Et puis, si je vais moins bien, si je suis malade, et là, c'est pas tout le monde n'est pas malade, tout le monde n'a pas un trouble psychiatrique, d'accord? Si j'ai un trouble psychiatrique, bah, comment spécifiquement m'orienter? Comment m'aider ça? Non, ça n'a pas été fait. Il a fallu un an, plus d'un an, pour avoir un psychiatre au comité scientifique. Je veux dire, enfin, une épidémie, ce n'est pas lutter contre un virus. C'est pas vrai. On ne lutte pas contre un virus. Personne ne fait ça. On soigne les Guerre gens qui sont sanitaire. atteints. On essaie de faire en sorte que les gens soient le moins atteints possible, mais c'est pas une guerre contre un virus. Ou alors vraiment, faut arrêter les BD ou les trucs. Enfin, c'est des enfantillages. Une gestion d'épidémie, c'est une gestion de crise avant tout. D'accord? Et un des éléments les plus importants, si ce n'est le plus important, alors j'ose le dire, je vais me faire tuer par mes collègues réanimateurs, mais peut-être que l'élément le plus important, au-delà même de la réanimation, et je vais le dire, alors je vais me faire tuer aussi, au-delà même du nombre de morts,
c'est comment la société, psychiquement, psychiatriquement, va vivre cette épidémie, comment elle va mettre du sens dessus. Voilà. Alors, je sais que c'est horrible ce que je viens de dire parce qu'il y a des gens qui meurent et c'est terrible. Oui, Oui, c'est terrible que bah, les gens meurent. faut réparer Mais les vivants, hein. et je suis désolé de le dire, et je sais que c'est très impopulaire comme idée, il y a quelque chose de plus grave que la mort. Il y a quelque chose de plus grave à perdre dans une société que la mort, que des morts. Bah, Je suis désolé. on peut perdre la vie, enfin la qualité de vie, sans perdre la mort, mais l'important aussi, c'est de Non, mais je rendre n'oppose pas l'un et qualitatif. l'autre. Je n'oppose pas l'un et l'autre, je dis qu'il y a une hiérarchie. Je dis qu'il y a une Mhm. hiérarchie. Je ne dis pas que c'est soit on. Enfin, évidemment qu'il faut faire plein de choses pour sauver des vies. Et il faut qu'on fasse le plus possible. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, je le fais tous les jours au cabinet. J'ai la fenêtre ouverte tout le temps. Je fais tous les trucs. Je fais tout ce qu'on peut faire. D'accord. Tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire réellement dans la vraie vie. D'accord. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose dans cette manière de communiquer à la fois du gouvernement mais aussi des médias qui a été mortifère et qui est dangereuse pour notre société au-delà du nombre de morts. Voilà. Mais en plus, je me souviens, quand. Alors, il y a une journaliste d'Arte qui est venue chez moi pour faire un reportage pour essayer d'ouvrir, parce que je suis pupille de la Nation, pour ouvrir ce statut aux enfants qui ont perdu un parent pendant la crise sanitaire. Donc, ça, c'est pour rebondir sur quand vous parlez de guerre contre un virus. Mais, et elle me disait que son fils, qui est genre, je sais plus, je crois qu'il a 6-7 ans, dessinait des cadavres, enfin, genre des morts et des Oui, scènes violentes, c'est enfin, sur ses dessins. incroyable. C'est Et, grave. et, Ce et le qu'on truc, a c'est fait que subir ça psychologiquement aux gens traumatise et des pas. générations. Mais Et oui, d'ailleurs, j'ai cette échelle-là que j'ai trouvée sur un article en anglais, d'ailleurs, c'est Reshaping Community Mental Health Services During the COVID-19. Et en gros, c'est ça le graphique. Et en gros, ça parle de la quantité de services dont on a besoin enfin, par rapport à la hiérarchie. Et en gros, donc, tout en haut, c'est les services spécialisés en santé mentale. Et en bas, c'est le cercle proche. Donc, c'est l'entourage, la famille, etc. Et c'est le self-care. Donc, c'est genre par les citoyens. Et juste au-dessus, c'est organisation, friends and family. bien Et le sûr. problème, c'est que là, donc le gouvernement fait des choses, fait en place des gens tout en haut, mais que dans tout cet endroit-là, qui est quand même genre Voilà. le plus important Voilà. pour ne pas se sentir isolé, il n'y a aucune prévention. Et que Mais vu que bien sûr. moi, dans mon Ça, entourage étudiant, tout le monde va mal, hein. Enfin, vraiment, exactement. genre, je connais personne qui va bien. Mais vous savez, Et vous êtes presque, presque la cible des gens qui ont le plus souffert de cette pandémie. Parce que c'est qui les gens qui ont le plus souffert de cette pandémie selon Santé publique France, d'accord? Ce n'est pas selon les Illuminati, d'accord? C'est les jeunes ah bah, femmes, jeunes femmes précaires. Voilà. Donc vous êtes une j'adore jeune mes femme. 20 ans. Vraiment, je les adore, hein. Je les vis à fond. Donc, vous voyez ce que je C'est veux un dire? plaisir. C'est incroyable. Ce qui a fait le plus, la population qui a le plus souffert de cette pandémie, psychiquement, psychiatriquement, c'est les jeunes femmes précaires. Et quand on demande aux gens qui ont souffert psychologiquement de cette pandémie, quel était le facteur le plus important qui les a fait souffrir, c'est l'isolement Ah, social. clairement. Ah, vraiment, c'est l'isolement social, c'était horrible. Enfin, je me sens que Voilà. c'était un peu ma plus grande peur et que, enfin, jusque-là, je me disais, enfin, je m'étais dit, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je me posais des questions un peu philosophiques de quelle serait ma plus grande peur, c'était vraiment genre la solitude, quoi. Genre l'isolement et tout. Et je me suis dit, ah, ça n'arrivera jamais. Ouais. Mais parce que c'est en nous, ça. Il faut aussi Mais ouais, comprendre. et le truc, c'est qu'on a eu aucun outil de gérer ça. On n'a pas eu d'outil de comment gérer les crises d'angoisse, Il n'y a comment rien faire eu. face aux pensées Il n'y a rien eu, parasites, madame. Il n'y a comment rien arrêter aux trucs comme ça. Il Il n'y n'y a a rien eu. C'est rien eu du tout. débrouille-toi. Débrouille-toi. Bah ouais. La politique, c'était le virus, le virus, le virus, le virus, pas les humains. Le virus. Mais surtout que genre, ça c'est pas un problème qui va se résoudre avec la fin de la pandémie ou avec les vaccins ou quoi que ce soit. Parce que oui, certes, on va retrouver les terrasses, les lieux culturels, donc ce sera moins une crise sur le moment. Mais le truc, c'est que c'est quand même des traumatismes C'est qu'on a fait. subis, des Exactement. blessures C'est qu'on a fait. subies. C'est fait. Et pour Exactement. en avoir déjà vécu avant, je sais que ça m'a. Des trucs beaucoup plus courts et qui, je pense, que étaient beaucoup moins impactants maintenant qu'une pandémie, qu'un isolement social à ce point. Ça met des années. Enfin, le choc post-traumatique, c'est quelque chose, la mémoire Le sélective, c'est mal, quelque il chose. a été fait. Et donc, vous avez parfaitement raison. Vous dites exactement ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, même si ça change demain, le mal qui a été fait, il a été fait.
Mais surtout il faudra toujours des soins, genre l'accès aux soins, on en aura besoin pendant mais genre, 30 ans après parce qu'il y a encore les enfants qui vont avoir besoin d'en parler plus tard, qui vont avoir besoin d'apprendre à se créer une société parce que, ceux qui ont grandi dans un monde qui était comme ça, qui ont fait leur première socialisation dans un monde hyper isolé, comment est-ce qu'après ils construisent le Non, monde mais de demain? Comment est-ce vous qu'après avez ils créent du raison lien de social dire s'ils ont que pas de repères? Vous avez raison de dire que ça va impacter. Alors évidemment, il y a des systèmes de rattrapage qui arrivent fort heureusement, mais pour une partie des gens qui ont Il été… faudra un suivi psychiatrique pour tout le monde, ce que je veux dire, Alors, pas forcément pour tout le monde, parce qu'encore une fois, il y a une oui, partie des mais gens qui arrivent à rattraper, etc. Mais effectivement, il y a des gens qui ont été impactés par des décisions qui ont été prises, qui étaient des mauvaises décisions, d'accord? D'ailleurs, sur lesquelles on revient, alors qu'on n'a pas de raison de… Parce qu'il y a des gens qui vous disent, oui, là, on va pouvoir réouvrir parce que le virus circule moins. Mais il ne circule pas moins, le virus. Les nouvelles normes qu'ils se sont données, le gouvernement, elles sont 2 à 4 fois plus élevées, je ne sais plus exactement, que les normes d'alerte précédentes. Donc, en fait, en vrai, qu'est-ce qui se passe? En vrai, la décision des gouvernements partout dans le monde, c'est de vivre avec le virus. bah oui, mais Et ça aurait voilà, été c'est ça la vérité. C'est pas, on aurait vacciné 100% des gens ou 70% des gens, on pourrait dire oui, mais comme il y a une protection vaccinale, une couverture vaccinale, bah, ça devient possible de faire. Il n'y en a pas, c'est pas vrai. Donc, en fait, on ouvre tout alors que le virus continue de circuler beaucoup, d'accord? Mais simplement parce qu'en fait, on s'est rendu compte on n'a pas le que, choix. eh ben, on n'a pas le choix. Eh oui, on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Sinon, on flingue la société. Et en fait, Bah, c'est plus grave de flinguer la société que quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est terrible. Oui, il y a des gens qui meurent et c'est terrible, et on est bien d'accord. C'est terrible. J'ai des gens qui sont morts. C'est comme ça. Mais il y a plus grave que ça. Voilà, je suis désolé, c'est horrible ce que je dis. Je vais passer pour un monstre horrible. Je vais me faire traiter d'islamo-nazi, je ne sais pas quoi, les trucs à la je me mode. suis fait traiter d'islamo-gauchiste, vous en faites pas, hein, les Oui, mais médias moi, ont il faudrait que… retweeté. Oui, mais alors, islamo-nazi, c'est plus rigolo parce que vous voyez, il y a le côté… bon, mais Ah ouais. voilà. Enfin, vous Vous voyez, avez une blouse blanche, c'est bon, c'est pareil. oui, non, même pas. Moi, je suis un mec du 9-3, je suis né à l'étranger. Moi, j'ai de la chance parce que je suis mat de peau, je suis né au Liban, je viens du 9-3, j'ai été dans le 9-3 jusqu'à mes 25 ans. J'ai fait tout mon parcours scolaire dans le Oh public. là là. Donc j'ai plein de petits trucs qui me protègent de certaines attaques. Donc, j'ai de la chance quand même. Voilà. Et j'étais un très mauvais élève en plus. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. J'ai Moi redoublé aussi, ma j'étais très mauvaise troisième, élève, j'ai hein. pas eu le brevet. Non, mais c'est vrai, j'étais très mauvais élève. J'ai failli pas aller au collège. Si les personnes qui m'enseignaient en primaire se rappellent bien de ce qu'elles disaient à ma mère, elles ne pensaient pas que je serais capable d'aller au collège. Donc, je vous fais un clin d'œil. J'ai réussi à aller au collège. Oui, j'étais nul, vous aviez raison. Oui, j'ai oublié ma troisième. Oui, j'ai pas eu le brevet, vous aviez raison. Mais bon, je m'en suis sorti in fine quand même. J'ai réussi à m'en sortir les tirs. Donc, vous voyez, ça, c'est vrai que le monde, si vous voulez, en fait, il s'est passé un truc fou. En fait. Il s'est passé un truc fou. On a perdu les pédales. On a perdu le sens de la hiérarchie. Et vous voyez, c'est très intéressant dans les sociétés. L'obsessionnalité, la rigidité psychique, l'anxiété, c'est justement ça, en fait. C'est quand tout est grave, vous perdez le sens de la hiérarchie. Tout est envahissant émotionnellement. C'est ça le trouble anxieux. C'est ça. Et l'obsessionnalité, c'est répondre à cette inquiétude, à cette anxiété où tout est grave en mettant en place des stratégies incroyables pour essayer de lutter contre ça. La société a réagi comme une société souffrant d'un trouble obsessionnel. Elle a perdu le sens de la hiérarchie, de ce qui est très grave, de ce qui est grave, de ce qui est moyennement grave, et elle a mis en place des stratégies de contrôle obsessionnel qui étaient inadaptées et inopérantes. La société, notre société, a fait un état anxieux aigu obsessionnel. Voilà. Pathologique. C'est mon avis. Je le partage, hein. Enfin, Merci de le je peux pas partager. diagnostiquer, mais Non, je suis mais assez d'accord. c'est de l'évidence, quoi. Donc, plusieurs choses pour revenir à votre question de base. Hein. Un, c'était prévisible que les services de psychiatrie seraient saturés. Donc, il fallait faire un plan psychiatrie, pas un an après le début de la pandémie, mais un jour après le début de la pandémie. D'accord. Deuxièmement, on aurait pu mettre dans le conseil scientifique un psychiatre, non pas un an après le début de la pandémie, mais le premier jour, parce que ces pandémies ont un impact aussi, je ne veux pas dire surtout, mais aussi et presque surtout psychiatrique. Troisièmement, le gouvernement aurait pu mettre en place des stratégies de communication autour de la santé mentale, des besoins de base, etc.
comment dirais-je, et j'avais un quatrième point, puis je l'ai évidemment oublié, mais enfin voilà, il y avait plein de choses à faire sur la santé mentale qui auraient permis d'éviter la catastrophe qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui ne nécessitent pas de voir un psychiatre. Il faut être très honnête, hein, l'écrasante majorité des troubles psychiatriques peuvent être gérés par un généraliste formé normalement. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il y a les généralistes un peu plus âgés, ils ont été formés à une psychiatrie qui était, on ne va pas dire de nom, mais qui était particulière, qui était d'orientation divine, voilà, arrivés comme ça par des livres sur des êtres sacrés, là, puis ils passent leur temps à… Voilà, bon. Bon, il se trouve que cette divinité-là n'a, semble-t-il, pas été suffisamment efficace. Alors peut-être qu'elle était fausse, hein. Peut-être que c'était une fausse croyance. C'est pas juste une question de volonté, le bonheur? Bah alors, il faut se bouger un peu. Non, mais la vie est belle, il fait beau. Ouais, c'est ça. Alors, il y avait ça, et puis ça, c'est le truc positif, Puis après, il y avait aussi que tout était de la faute de la mère. Hein. Il y a une psychiatrie où tout était de la faute de la mère, évidemment. Hein. Ah, la misogynie intégrée. Voilà. Ah, cool. Alors, attendez. Non, attention, parce que chacun en prenait pour son grade. La mère était envahissante et le père était absent. Bah, en même temps, dans une société où là, c'est les femmes qui ont toute la charge mentale et que les hommes ne sont pas et ne communiquent pas leurs émotions parce que c'est pas viril. Voilà. Et donc finalement, je veux pas dénoncer, hein, mais d'un fait évident, vous créez une théorie sur une réalité, mais en fait qui n'a rien à voir en fait. C'est deux choses différentes. Les troubles psychiatriques seraient dus à ça. Non, mais attendez, et donc tout serait de la faute de la mère. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions à me poser, parce que j'ai un patient qui m'attend? Non, bah moi je pense que c'est bon. Enfin, vous avez quand même développé beaucoup de points. Bon, bah merci beaucoup. Et puis merci à vous. Voilà, donc on mettra la vidéo sur YouTube. Je suis sûr que vous aurez un super accueil. Et puis un grand merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.